Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie. Cheikh Kitundu, on revient en direct maintenant sur ce plateau pour décrypter cette grande adresse du chef de l'État aux Nations Unies. D'emblée, quelle est votre appréciation? Quelle est votre analyse sur la forme? Mais, vous savez, le président de la République lui-même l'a rappelé, quand on va à l'Assemblée générale des Nations Unies, les interventions se composent toujours de deux parties. La première, c'est informer la communauté internationale sur ce qui se passe réellement dans le pays. Et la seconde, informer aussi la communauté internationale des réflexions qui sont faites en République démocratique du Congo dans son implication dans la gouvernance mondiale. D'ailleurs, c'est pour ça que le président de la République a rappelé certains problèmes généraux qui concernent le monde. Mais j'ai plutôt l'impression que, effectivement, le président de la République a voulu principalement informer la communauté internationale sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et vous l'avez remarqué, son intervention sur cette question, et particulièrement la guerre à l'est du pays, avait deux volets. Et le premier volet, c'est la situation interne, c'est-à-dire le maintien de l'ordre public. Et là, le président de la République dit très clairement qu'il appartient au gouvernement de la République d'assumer ses responsabilités, d'abord pour le maintien de l'ordre et la sécurité à l'intérieur du pays, et même assurer la cohésion nationale. Mais à partir du moment où ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo a une implication extérieure, et là, ici, il y a une ingérence intolérable dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo, alors effectivement, la question de la Charte des Nations Unies se pose, le respect de la Charte, des idéaux de la Charte qui, effectivement, maintient la communauté internationale dans sa cohésion. Là, il y a un grand problème, parce que, inévitablement, ça implique un conflit entre deux pays, et même avec le risque que cela comporte. Exactement. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le point qu'il a essayé d'aborder. Ouais. Mais quand on regarde dans la forme d'abord, on a vu que le président a commencé par les principes généraux qui gouvernent le monde. Avec un constat. Voilà. Avec un constat. Est-ce que ces principes sont respectés? Exact. Dans le cas de la République démocratique du Congo. Oui. Il est revenu sur la situation générale du monde pour constater qu'il y a de recul en matière de sécurité, en matière de pauvreté, en matière même, je dirais, de répartition des rôles. En constatant ce qui se passe au Moyen-Orient, en parlant de la piraterie maritime, en parlant du trafic de la drogue. Oui, le VIH-Sida. Et dans le deuxième temps, il revient maintenant sur le respect de la Charte des Nations Unies. Effectivement. Mais est-ce que, en parlant justement de cette agression dont fait l'objet la RDC de la part de pays ou des pays de la sous-région, pourquoi il n'a pas nommément cité le Rwanda? C'est tout à fait normal. En diplomatie, il n'est pas recommandé de citer nommément le pays concerné, tout simplement parce qu'on veut préparer une solution diplomatique. Oui. Et si on veut préparer une solution diplomatique, la manière de parler, de s'exprimer, doit rester aussi strictement diplomatique pour aboutir à une solution que tout le monde attend. Surtout qu'il est revenu sur la recommandation de cette session qui dit qu'il faut privilégier la voie de résolution des conflits par le moyen pacifique. Le moyen pacifique, oui. Parce que c'est justement ça. La guerre, c'est l'ultima ratio, comme on dit. Oui. C'est l'ultime recours. Il faut d'abord épuiser toutes les voies de négociation. Et d'ailleurs, la charte est basée là-dessus. Chercher des solutions par des voies pacifiques. Et comme vous savez, si c'était simplement un mouvement rebelle à l'intérieur du pays, et sans implication extérieure, le problème ne se serait pas posé. Dans un premier temps, on allait lancer des avertissements aux rebelles pour leur dire, écoutez, il faut déposer les armes, sinon, écoutez, les armes vont parler. L'armée va s'en occuper. Bon. Et là, c'est ce qui aurait pu être. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Effectivement. Oui. Mais à partir du moment où il y a une implication extérieure, et il y a une autre dimension importante, c'est que ça se trouve dans une région qui est extrêmement sensible. N'oublions pas que, et ça, vraiment, il faut le rappeler, il s'est commis un génocide dans cette partie du monde. Un génocide. Un génocide dans cette partie du monde, et particulièrement au Rwanda. Et le pays qui est concerné, n'est-ce pas, par cette
ingérence extérieure, c'est justement le pays où il s'est produit, et c'est un pays voisin de la République démocratique du Congo, et c'est extrêmement délicat. Par conséquent, avant de prôner la guerre, il faut d'abord épuiser, raison de plus, toutes les voies pacifiques. Oui. Et moi, je suis très content aujourd'hui parce qu'effectivement, ça a toujours été mon point de vue. Moi, je pense que la situation à l'est de la République démocratique du Congo doit être réglée de manière pacifique parce que, à cause justement de l'implication externe. Alors, si on suit le président qui rappelle la situation qui traverse les populations à l'est, où il dit, depuis le mois de mars dernier, il y a des hommes et des femmes qui errent, qui sont brimés, qui sont tués, et ces violations méritent une condamnation et des sanctions. C'est une invitation ou c'est d'autant plus qu'effectivement, il a commencé par rappeler qu'on commençait à voir le bout du tunnel par rapport à cette guerre à l'est du pays. Oui. La vie commençait à reprendre. Une cohésion des populations dans la région, et puis tout d'un coup, tous les efforts qui ont été consentis par le gouvernement de la République se sont anéantis à cause justement de la résurgence de ce conflit sous une autre forme. C'est pour cette raison, effectivement, que le président a demandé qu'il faut nécessairement, là, c'est en termes voilés, mais en fait, ce qu'elle demande le président de la République, c'est la condamnation, même si on ne l'obtient pas très formellement, oui, mais en tout cas, on voudrait faire entendre à Kigali qu'il faut qu'il arrête de s'ingérer. Justement, quand on décrypte un tout petit peu, et là je m'adresse aux diplomates que vous êtes très, très bien informés, au rapport des Human Rights Watch, par exemple, aux experts des Nations Unies. Commencer par le rapport, d'abord, les experts. Le rapport, oui. Human Rights Watch, et puis quasiment beaucoup de pays, on a suivi pas plus que ce matin, le représentant de l'Union européenne, oui, qui dit que nous gelons encore notre participation financière aussi longtemps que les Rwandais ne s'est pas dégagé de la RDC. Est-ce que cette affirmation du président de la République ne renforce pas, on va dire, cette ambiance aujourd'hui des condamnations du Rwanda? Bien entendu, le terrain a été déblayé, enfin pour le président de la République, par tous ces rapports qui ont été émis, et particulièrement le point de vue de l'Union européenne, qui est quand même assez important. Même si on maintient la coopération avec Kigali, oui, on estime que tout appui est actuellement suspendu en attendant que les choses s'éclaircissent. Autrement dit, que l'ingérence cesse. Et puis il faut quand même rappeler, rappelez-vous, avant le président de la République, je crois que François Hollande, oui, a été très clair. Exactement. Je vais y revenir tout à l'heure. Pris en considération les malheurs des populations, oui, et demander que cesse toute ingérence en République démocratique du Congo. Le fait que Hollande ait cité nommément la République démocratique du Congo montre effectivement que la communauté internationale est vraiment consciente qu'il faut un avertissement sévère à Kigali, d'une part pour qu'il arrête de s'ingérer dans les affaires internes de la République démocratique du Congo, mais en même temps, le principe, les idéaux qui gouvernent actuellement le monde à travers les Nations Unies soient respectés. Autre question, on a vu en marge de cette Assemblée générale des Nations Unies, le président accorder des audiences à beaucoup de chefs d'État, de gouvernements francophones. On a quelques jours du sommet de la francophonie ici à Kinshasa. Comment le monde francophone va pouvoir se comporter vis-à-vis du Rwanda? Mais, comme vous savez... Est-ce qu'il y a une sympathie des pays francophones vis-à-vis de la RDC par rapport à la situation qu'ils connaissent? Tout à fait. Et cette sympathie dépasse le cadre de la francophonie. Oui. Je crois que le monde entier... On n'entend pas une voix discordante dans le monde pour ne pas condamner ou même exprimer des regrets. On peut utiliser un euphémisme, oui, par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Donc aujourd'hui, en tout cas, Kigali est au pied du mur. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Et le moment est favorable pour la République démocratique du Congo pour capitaliser. C'est même pas une sympathie en tant que telle, mais c'est une prise de conscience que il y a quelque chose qui ne va pas à l'est de la République démocratique du Congo. Par conséquent, la communauté internationale ne peut pas rester indifférente. Qu'est-ce qui a changé pour que maintenant la communauté internationale prenne position pour la RDC? Eh bien, parce que les preuves, cette fois-ci, sont accablantes. C'est ça le problème. Et parce qu'avant, il y a eu une instrumentalisation de nos compatriotes sans parfois preuves matérielles conséquentes, même si nous étions sûrs que ces compatriotes bénéficiaient de l'appui extérieur. Mais cette fois-ci, des experts neutres, indépendants,
dont on ne peut soupçonner de partialité, ont émis un rapport qui est vraiment accablant. Et ces rapports, aujourd'hui, est pris en considération par toutes les organisations internationales. Le fait que Mme Ashton, oui, ça, il faut bien comprendre, Mme Ashton ait pris en considération ce rapport et s'exprimer de la manière dont elle a fait dernièrement, ça montre effectivement que la communauté internationale, et vous savez, l'Union européenne, ce n'est pas n'importe quelle organisation, à partir du moment où l'Union européenne a compris que cette ingérence est une évidence, inévitablement, là, qui gagne. Et comment vous, classe politique congolaise, vous capitalisez cela? Comment vous réagissez par rapport à cette sympathie de la communauté internationale, cette condamnation, pour gérer, on va dire, cette sympathie internationale vis-à-vis du Rwanda, enfin vis-à-vis d'abord de vous-même, pour contrer l'agression rwandaise? Alors, c'est justement pour cela qu'il faut les efforts diplomatiques sont très importants. C'est d'autant plus que si on a levé l'option qu'il faut privilégier la solution diplomatique, et la diplomatie, c'est le relationnel. Il faut à tout prix aller informer tous les pays, toutes les personnalités qui comptent dans ce monde de la réalité de la situation qui se passe en République démocratique du Congo, parce qu'à un moment donné, Kigali a toujours été victime. C'était la victime dans le monde, et puis bénéficiait d'une grande sympathie, et parfois même aveuglement de la part d'une grande partie de la communauté internationale. Alors, cette communauté internationale aujourd'hui, non pas qu'elle s'est retournée contre Kigali, c'est pas ça notre problème. Oui. Notre problème à nous, c'est Kigali. Est-ce qu'à un moment donné, Kigali ne veut pas dire je suis la victime, on me condamne injustement? Oui, et que la menace pour la sécurité du Rwanda vient de la République démocratique. Exact. Et nous devons faire la démonstration que non, que la République démocratique du Congo n'a rien à voir au Rwanda, qu'au contraire, c'est la République démocratique du Congo qui est victime de ce qui se passe effectivement. Parce que la guerre se passe au Congo. Au Congo, et sur des sujets qui concernent plutôt le Rwanda et non pas la République démocratique du Congo. Mais en même temps, je pense qu'il y a un message assez clair pour revenir à notre pays, à ce fameux M23. Oui. Je crois qu'il est grand temps que les dirigeants de cette organisation prennent conscience qu'ils sont actuellement au pied du mur, eux aussi, et qui doivent, dès maintenant, de leur propre initiative, déposer les armes et en revenir au bon sentiment avec les lois de la République. Et là, vous êtes en train de dire, comme M. Latsou, que l'administration parallèle à Rutshuru, dans les localités aux environs, n'est pas tout à fait tolérable et ils doivent... Pas du tout, alors. Je crois que les institutions de la République sont là. S'il y a un problème, s'il y a des gens qui ne sont pas contents, qu'ils utilisent les voies prévues par les institutions de la République pour faire entendre leur voix. Mais il n'est pas question du tout de commencer à fomenter des rébellions avec les conséquences que cela implique, surtout par rapport aux populations civiles. Mais si on vous rétorque chez Kitundu qu'il y a des minorités qui sont menacées, la communauté Tutsi par exemple, le président parle du communautarisme, de l'égoïsme, l'extrémisme. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Quelles sont les garanties que certaines communautés qui se sentent menacées ont pour se sentir au sein de la République être protégées? En tout cas, il n'y a aucune communauté qui peut se dire menacée. Même s'il y avait cette menace, qu'on utilise, comme je dis, nous avons un gouvernement, nous avons un président de la République dans ce pays, nous avons un gouvernement et nous avons un parlement. Et en plus de ça, il y a même des parlements, des assemblées provinciales qui existent là, qui représentent les populations dans les provinces. Et donc, tout est prévu par les institutions de la République pour exprimer les différents problèmes qui se posent, les différentes revendications, les différentes réclamations, et qu'on trouve les solutions dans les cadres de la République. Et non pas utiliser la force, parce qu'alors là, c'est extrêmement grave. Alors, on a lu la presse ce matin, on dit également que la classe politique congolaise est parfois instrumentalisée par les Rwandais. On utilise les Congolais pour justement jouer le rôle d'homme de main du Rwanda, par exemple. Quel est l'état de la situation aujourd'hui? Mais c'est tout à fait clair. Je pense que sur ce plan, on vit